Le débat sur la dette, aujourd'hui, il affleure dans un contexte particulier. Il affleure dans le contexte d'une réponse au Covid. C'est pour ça qu'en réalité, il y a beaucoup de malentendus sur cette question, puisqu'il n'y a pas de relation entre le Covid et la dette. Il n'y a pas de relation puisque la dette, elle existe avant le Covid, même si on pense que, très vraisemblablement, les conséquences du Covid vont aller vers le sens d'une augmentation de l'endettement. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet entre le Covid et l'endettement, ce qui fait que cette question est posée dans le contexte du Covid et en général souvent mal posée, puisqu'en fait, on la sort de son contexte pour l'intégrer comme une réponse à quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment faire un effort extrêmement important pour sortir de l'environnement intellectuel Covid et raisonner sur les paramètres autour de la dette, l'offre et la demande de la dette pour aller vite, et à mon sens, pour proposer des alternatives. Mais j'insiste vraiment pour dire que le moment n'est pas forcément bien choisi, parce que implicitement, on va lier la dette qui est structurelle au Covid, qui lui est conjoncturelle. Et donc, c'est la meilleure façon de faire des mauvaises propositions. Ce qu'on appelle la dette, on pense que l'ensemble de ce que les États africains doivent à des créanciers, des gens des banques auprès desquelles les États ont emprunté dans leur pays, dette interne, ou alors des pays étrangers, dette externe, bilatérale, ou alors de l'argent qui a été emprunté à des organismes financiers internationaux comme la Banque mondiale et le FMI, qu'on va appeler une dette multilatérale. Le mécanisme premier de la dette, premier et primaire techniquement de la dette, c'est la différence qu'on va avoir entre les recettes d'un État, qui sont souvent des recettes fiscales, et les dépenses de l'État. Donc, la vision première et un peu naïve quelquefois consiste à dire, si on a des pays qui sont en développement, les États ont beaucoup de besoins de financement, d'infrastructures, etc., etc. Donc, en général, on va avoir des dépenses qui sont plus importantes que les recettes. À partir de là, on va avoir ce qu'on appelle un déficit budgétaire. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on n'a pas assez d'argent pour payer nos dépenses. Et donc, si on n'a pas assez d'argent, on va emprunter. On peut emprunter quand on peut sur le marché financier local quand il existe, auprès de banques locales ou d'établissements financiers qui sont locaux, ou alors on peut emprunter à l'étranger. Et donc, l'accumulation de ces déficits année après année produit ce qu'on appelle la dette. L'encours de la dette, l'ensemble de la dette africaine est de l'ordre de 1300 milliards de dollars. Alors, ça peut paraître énorme. Il faut savoir que la richesse créée en Afrique, en moyenne, est autour de 2000, un peu plus de 2000 milliards de dollars. Donc, c'est quand même en dessous de la richesse créée. Il faut aussi savoir que l'encours de la dette mondiale, la dette publique mondiale, est supérieur à 200 000 milliards de dollars. Ce qui veut dire que la dette publique africaine, dans son ensemble, dette interne et dette externe, représenterait autour de 0,5% de l'endettement mondial. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas du tout un problème pris globalement, pris statistiquement. Comment la dette se constitue historiquement? D'abord, il y a une espèce de paradoxe un petit peu. La dette, pour un pays comme le Congo, la RDC, l'origine de la dette, c'est la dette en fait qui avait été prise par le Congo belge, c'est-à-dire en fait par l'administration coloniale, qui va être léguée aux États indépendants. Normalement, ça ne devrait pas se faire, mais une partie, certes pas la plus importante, mais une partie résiduelle de la dette coloniale a été léguée à un certain nombre de pays devenus indépendants. Donc, on a, dans l'histoire de la dette et de l'endettement, il y a une part qui revient directement à la part coloniale. Ensuite,
Donc, dans les années 60, entre les années 60 et les années 80. Les pays qui accèdent à l'indépendance ont des besoins de financement d'infrastructures, ils ont des besoins de soutenir tout un ensemble d'activités dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation, mais également soutenir en fait la production de rente, hein, les matières premières, etc., etc. Donc, les États font du déficit budgétaire et donc ils font de l'endettement. Croisé avec cette logique dite développementaliste, il y a une logique qui est importante, c'est une logique géopolitique. L'essentiel des prêts de la Banque mondiale en particulier, dans les années 60 jusqu'aux années 80 et après, s'inscrit quand même dans le contexte d'affrontements Est-Ouest, etc. Un certain nombre de financements cherchaient à faire des États africains des États clients, c'est-à-dire des États qui ne deviendraient pas des États communistes, par exemple, parce que l'Afrique étant un espace dans lequel on trouvait des ressources stratégiques, hein, le pétrole, l'uranium, le cuivre, etc., eh ben, il fallait s'assurer que ces pays-là restent dans le camp des démocraties ou dans le camp occidental. Et donc, une partie des financements a été également donc, des financements géopolitiques. On connaît par exemple la politique de quelqu'un qu'on appelait McNamara, qui était un président de la Banque mondiale, qui a vraiment amplifié cette logique. Ensuite, il y a une autre logique qui va se mettre en place. Et ça, c'est une logique qui est permanente. C'est que chaque fois qu'il y a un afflux de liquidités sur les marchés internationaux, eh bien, les financiers internationaux se mettent à la recherche de placements nouveaux. Ils vont placer cet argent dans les places les plus sûres, c'est-à-dire d'abord en Occident, etc., etc. Mais marginalement, ils vont également chercher des endroits rentables en dehors de la triade, et en particulier en Afrique et dans le tiers-monde. Donc, une partie de l'endettement est aussi liée simplement au placement régulier, à la recherche de placements et d'opportunités de la finance internationale. C'est pour ça que, par exemple, un concept comme le concept d'émergence économique, qu'il soit adopté de façon aussi religieuse par les plus fines lignes de l'analyse économique et politique africaine, c'est presque une catastrophe. Parce que le concept d'émergence veut simplement dire qu'on a retrouvé dans des pays qui ne sont pas des pays occidentaux la rentabilité suffisante pour que le capital occidental s'y place avec des retours importants. C'est un concept qui date de 1982, qui a été promu par quelqu'un qui avait travaillé pour la Banque mondiale, qui s'appelle Van Actmael. Et c'était très clair pour lui. Émergent ne voulait absolument pas dire que les pays africains iraient mieux, mais ça voulait dire qu'ils avaient la surface financière pour absorber les financements occidentaux et ramener les intérêts à l'Occident. Du coup, je ne comprends pas qu'on soit si fier de penser être émergent. Mais, parenthèse levée, l'ensemble donc de la dette va donc évoluer en fonction des besoins qu'on va admettre comme des besoins de financement des économies, des besoins de développement, et d'un autre côté, des besoins géopolitiques, mais aussi des besoins de la finance internationale. Ça nous donne un premier niveau d'endettement dans les années 60-80. Alors, c'est important de comprendre qu'à ce moment-là, dans les années 60-80, on avait un endettement qui était soutenable. Quand on dit un endettement soutenable, ça veut dire que la part dans le PIB n'est pas très importante. Donc, quand on est dans les années 80, il se produit donc deux phénomènes importants. D'abord, il va y avoir les chocs pétroliers, et puis, dans les années 80, il va y avoir l'augmentation des taux d'intérêt américains. C'est très important de comprendre que les dettes, en fait, ont des taux qui sont des taux variables. Quand vous empruntez, il y a un taux d'intérêt. Vous remboursez avec un taux d'intérêt. C'est le prix de l'argent. Et le prix de l'argent, il peut varier en fonction du prix mondial de l'argent. Et donc, à partir du moment où les taux d'intérêt américains ont été multipliés par 3 ou par 4 au début des années 80, la dette a flambé du jour au lendemain. Dans un contexte, par ailleurs, où le dollar, quelquefois, avait donc des oscillations, et où cette augmentation des taux d'intérêt va déprimer l'activité économique et réduire les cours des matières premières. Donc, les deux éléments qui vont propulser l'endettement jusqu'à un niveau de surendettement, ça va être la baisse des cours des matières premières, donc on va appeler le contre-choc pétrolier, et l'augmentation des taux d'intérêt. La baisse des cours des matières premières joue, et en particulier du prix du pétrole, diminue les revenus des États, les revenus des exportations, augmente en fait la charge du remboursement, et d'un autre côté, les taux d'intérêt qui augmentent encore la charge de remboursement. Et là, on arrive à une situation où les dettes ne sont plus soutenables, c'est-à-dire que les pays ne peuvent plus payer leurs dettes. En gros, on a une part de l'offre d'endettement qui est
historique, coloniale, une part qui est une part géopolitique. On endette les pays parce que c'est un moyen de pression, c'est un moyen pour avoir accès aux matières premières, c'est un moyen pour obtenir des votes à l'ONU, etc., etc. Et puis, il y a une part de l'endettement qui est le produit de logiques purement financières. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la logique purement financière. Du point de vue africain, ceux qui demandent de l'endettement le demandent en partie pour financer l'économie de rente, c'est-à-dire l'économie des matières premières. Une partie le demande pour des besoins qui ne sont pas totalement justifiés du point de vue de l'intérêt général, puisque dans certains pays, on a établi, mais on sait jamais si c'est vraiment à quel point, jusqu'à quel point c'est vrai, mais que la fortune personnelle d'un ancien président faisait à peu près les 2/3 de la dette de son pays, hein, pour ne pas le citer, puisque c'était la fortune d'un certain maréchal. Donc, il y a dans la demande d'endettement des besoins de financement de l'économie de rente. Il y a aussi des besoins qui vont être des besoins politiques. Il y a également de la corruption et de l'enrichissement personnel. Mais qui, en général, ce n'est quand même pas la part la plus élevée, même si éthiquement, ce qui est quand même le plus gênant, c'est de voir qu'on a une forme d'auto-appauvrissement. C'est cette rencontre, en fait, de cette demande africaine et de cette offre d'endettement qui produit le surendettement. Avec une particularité. La première, c'est qu'on est toujours dans un contexte asymétrique. C'est-à-dire qu'on n'est pas quand même dans un contexte où on a des forces égales. C'est-à-dire des gens qui sont capables de dire on ne veut pas être endetté ou alors on veut être endetté à tel prix. D'abord parce que politiquement, il n'y a pas une véritable indépendance entre les deux parties. D'autre part, on n'a pas toujours mis les ressources d'expertise suffisantes pour bien calibrer notre endettement. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas ou qu'on ne les a pas eues, mais en tout cas, elles n'ont pas été sollicitées et mobilisées à due proportion. Et l'autre élément qui est fondamental, sur lequel je suis d'accord avec ce que dit par exemple Kako Mbouko, c'est que la logique de la dette, mais la logique de la perte et de la défaite, elle est inscrite dans le modèle lui-même. C'est-à-dire qu'un modèle qui ne veut faire que exporter des matières premières, qui reviennent sous la forme de biens et de produits manufacturés, sans avoir de maîtrise sur le cours des matières premières, c'est un modèle qui, à un moment ou à un autre, produit des insoutenabilités. Ça peut être une insoutenabilité financière, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, c'est un modèle d'échec. Et donc, c'est pour ça aussi que quand on parle de l'annulation de la dette, etc., il faut quand même qu'on rentre dans les causes de la dette. Si on reste sur un modèle comme celui-là, on aura beau annuler une dette, on aura beau faire des moratoires, etc., on va reproduire les mêmes logiques parce que le modèle de développement qui dépend des marchés extérieurs, la volatilité des cours, etc., ne permettra jamais de se désendetter suffisamment. Il ne permet déjà pas de financer réellement les besoins les plus importants, les biens publics, les infrastructures, etc. Et il n'est pas capable de faire face aux besoins de la finance internationale en matière de placement, etc. Alors, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, même s'ils sont ambigus. Il y a eu une vraie volonté depuis une dizaine d'années, depuis les années 2000, de diversifier les sources de financement. Disons qu'un endettement qui reposait beaucoup sur des partenaires entre guillemets bilatéraux, les pays prêteurs. De plus, on est allé vers des partenaires plus multilatéraux, mais quand même, ça reste le FMI, la Banque mondiale, mais aussi vers des partenaires bilatéraux différents comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, etc., qui sont rentrés. Par ailleurs, la dette aujourd'hui est allée beaucoup plus vers les marchés financiers, que ce soit des marchés financiers africains, locaux africains, dans une certaine proportion, que ce soit vers les marchés financiers internationaux. Donc, il y a une plus grande diversification des sources d'endettement. Ça peut aussi apporter des facteurs nouveaux de risque. Aucun créancier ne proposera des fonds sans en attendre quelque chose. Et dans le contexte qui est le contexte du développement, chacun vient, se met en interaction avec l'Afrique pour ses propres raisons et ses propres intérêts, ce qui est normal. La Chine ne s'en cache pas. La Chine a besoin de matières premières pour alimenter son développement. Son action, en général, vis-à-vis des Africains, c'est une action qui va dans le sens d'obtenir également des matières premières. Donc, c'est aux Africains de négocier pour que ce soit le prix juste, d'une part, mais surtout
de négocier pour la transition vers un autre paradigme, un paradigme un peu plus industriel, un paradigme avec de la valeur ajoutée un peu plus importante, c'est-à-dire aller vers des transferts de technologie, etc. La particularité, cependant, c'est que la Chine ou la Russie vont avoir, tout au moins officiellement, moins de conditionnalités éventuellement politiques. Mais il faut quand même dire que les conditionnalités politiques occidentales sont sujettes à caution. Parce qu'on a quand même des États qui ont été financés. La RDC a été financée, beaucoup financée par la communauté entre guillemets internationale, le FMI, la Banque mondiale, alors que les rapports internes à la Banque mondiale et au FMI, il y a eu un rapport qu'on appelait le rapport Blumenthal, expliquait déjà qu'une très grande partie, une trop grande part de la dette repartait en Occident. L'idée d'affirmer ou d'afficher des conditionnalités démocratiques ou éthiques ne correspond pas vraiment à la réalité. Mais en tout cas, il y a toute une esthétisation comme ça du discours sur l'endettement occidental avec des conditionnalités démocratiques. Et d'un autre côté, la Chine, elle a une autre approche. Elle estime que, ayant elle-même subi une forme de colonisation, tout au moins l'influence occidentale, elle affirme comprendre les pays africains qui ne voudraient pas qu'on leur fasse des conditionnalités et donc accorde des prêts avec peu de conditionnalités, tout au moins politiques. Mais ce qu'on voit aussi, c'est quand même qu'une grande partie de la dette chinoise, des prêts chinois, se porte beaucoup sur les infrastructures. Et on ne peut pas dire non aux infrastructures. Après, il faudrait voir la qualité, etc. Mais ce serait quand même un moindre mal d'avoir des financements, d'avoir remboursé sur quelque chose qui génère de la richesse. On a eu dans les années 60-80 ce qu'on appelait des éléphants blancs, c'est-à-dire qu'on a financé des usines qui n'ont jamais fonctionné, qui n'ont jamais tourné, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une phase où l'existence de ces nouveaux partenaires et de ces nouveaux financiers, tout au moins, peut contribuer à assainir aussi l'ensemble des projets dits de développement. La Chine dit financer des infrastructures et les partenaires bilatéraux traditionnels anciens, ils ont quand même beaucoup réduit leur part dans les financements africains. Aujourd'hui, je crois que la France devrait avoir à peu près 15 milliards de dollars, détenir 15 milliards de dollars de la dette africaine. La Chine, c'est 10 fois plus. Et d'autre part, ce qu'on appelle l'aide publique au développement, cette aide aussi, même si elle est sujette à caution, de mon point de vue, elle est extrêmement minime aujourd'hui, elle est très faible, elle est dépassée par les envois de fonds des migrants, par exemple. En fait, le poids du bilatéral OCDE ancien diminue énormément. C'est pour ça qu'on peut être surpris, par exemple, que le président français propose une annulation des dettes alors qu'il a 15 milliards de dettes. En plus, dans la sémantique, quand vous entendez annulation massive, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Parce que si c'est annulation, c'est annulation. Donc, on comprend que dans tous ces discours-là, il y a d'autres éléments qui ne relèvent pas seulement de l'économie et de l'endettement. Et puis, on a aussi une élite africaine qui, en tout cas, a les moyens de mieux comprendre et de mieux calibrer les projets aujourd'hui. Et elle a les moyens de faire dépendre les projets de sa propre volonté. Il faudrait qu'elle en ait une et qu'elle l'exprime. Il faut comprendre que dans les années 80, 80-90, il existait une forme d'aide qu'on appelait l'aide liée. L'aide liée, ça veut dire que lorsque vous demandez de l'aide, demandez un prêt, on vous l'accorde, mais à condition que vous achetiez des produits de chez nous. Ce qui veut dire que la question n'est pas de savoir si les produits vous conviennent ou pas, ou si c'est votre intention, mais en fait, ce financement était une forme de subvention à l'économie locale, aux économies occidentales, européennes, etc., qui pratiquaient cette forme d'aide qu'on appelle de l'aide liée. Et on sait qu'il y a encore des conditionnalités de cette nature-là. Par exemple, on sait que le Club de Paris, qui fait des rééchelonnements de dettes, etc., on sait qu'en général, c'est des rééchelonnements qui sont liés au fait pour les pays en tout cas qui les sollicitent, qui sont liés au fait d'accorder des préférences d'une façon ou d'une autre à des multinationales qui appartiennent à ce club-là. D'ailleurs, c'est un club informel qui n'a pas de règles officielles sur lesquelles on pourrait se fonder pour comprendre pourquoi est-ce que tel pays a sollicité 5, 10, 15 fois un échelonnement ou une annulation, il n'a pas obtenu, pourquoi l'Irak l'a obtenu, pourquoi le Chili l'a obtenu, etc., etc. Donc, c'est une dimension, voilà, il y a quelque chose de plus complexe, mais on avance quand même vers une dimension peut-être plus technique et qui pourrait davantage aller vers les intérêts africains. Bien évidemment, il faudrait aller encore plus loin.
dans les faits historiques, on voit bien que l'endettement n'est pas nécessairement opposé à l'industrialisation. Tous les pays qui se sont industrialisés dans la période relativement contemporaine, hein, que ce soit la Malaisie, la Corée, etc. La Corée a bénéficié d'énormes financements américains, japonais, pour des raisons géopolitiques aussi. Simplement, ce sont des investissements et des prêts qui ont été utilisés à bon escient dans le cadre de projets qui étaient des projets extrêmement précis, extrêmement bien calibrés. Donc, il peut y avoir un lien entre l'endettement et la transformation économique vers un secteur manufacturier plus important, mais ça dépend de l'ingénierie à la fois financière, l'environnement et les externalités, je dirais, politiques autour de l'endettement et du projet général. Si on fait de l'endettement pour rester exportateur de matières premières, c'est évident que nos infrastructures nous permettront de faire essentiellement de la circulation, mais pas de la production. On va circuler, oui, mais on va finir par faire circuler les produits des autres et on n'aura pas de gain de productivité et manufacturier indispensable. Donc, l'endettement peut être un moyen, effectivement, pour les groupes hégémoniques mondiaux de maintenir une certaine pression et de maintenir certains pays dans le rôle un peu de pourvoyeur de matières premières. C'est possible. Mais il est possible de faire autre chose de l'endettement. Si on fait un endettement sans avoir un projet de transformation, c'est sûr qu'on reviendra à de la dépendance, à du nouvel endettement, etc. Quelque chose qui me paraît extrêmement important à soulever. Si on lit la littérature, même si elle n'est pas très précise, on sait qu'il y a une masse de sorties de capitaux extrêmement importante d'Afrique. Plusieurs études de la BAD le montrent. Certains disent, par exemple, que les flux financiers illicites pourraient représenter entre 50 et 100 milliards de dollars par an. Sachant que la BAD évalue à 93 milliards de dollars le besoin de financement des infrastructures annuelles. Ça veut dire que rien qu'en maîtrisant ces flux financiers illicites, on peut déjà dégager beaucoup de ressources internes. Ça, c'est pour ce qui est des flux financiers illicites, mais il y a également tout ce qui relève de l'évasion fiscale, où on peut quasiment doubler les chiffres. Et si nous avons des États qui n'arrivent pas à lever suffisamment d'impôts, c'est-à-dire que si on arrive à avoir une pression, entre guillemets, fiscale, qui reste autour de 10-15%, etc., alors qu'on devrait être à peu près au double, c'est sûr qu'on va reproduire du déficit. Si on fait les efforts à la fois institutionnels, mais surtout les efforts éthiques, les efforts en termes de qualité des institutions, mais aussi en termes de qualité humaine, si on fait ces efforts-là, eh bien, on arrivera à limiter les déficits publics et à dégager en interne suffisamment de ressources pour que l'endettement complémentaire aux besoins ne puisse pas générer des effets de dépendance. L'endettement n'est pas nécessairement une solution, mais on peut également utiliser l'endettement à notre profit. Penser qu'il existe des relations d'aide entre l'Afrique et le reste du monde, c'est, de mon point de vue, être à contre-courant de l'histoire. Vous avez des flux d'aide aujourd'hui qui sont autour de, je ne sais pas, 40 milliards par là, de dollars. Vous avez des flux financiers illicites qui sont supérieurs aux 40 milliards de dollars. Vous avez des formes d'aide qui sont de l'aide liée, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent pour que vous achetiez des produits qui sont plus forcément compétitifs chez nous et vous allez rembourser des sommes incroyables. Donc, cette mécanique-là fait en sorte que l'Afrique est déjà créditeur net du reste du monde. C'est-à-dire que ce que l'Afrique reverse au reste du monde est toujours largement supérieur à ce qu'elle reçoit. Donc, le concept même d'aide, il est absolument problématique. L'Afrique est, de mon point de vue, la plus grande subvention au monde capitaliste qu'il ait pu jamais imaginer. L'Afrique a fait une subvention en termes d'êtres humains, une saignée humaine inimaginable. Aujourd'hui, personne ne peut dire quelle est la quantité d'uranium et de pétrole qui sort d'Afrique. Et ça, c'est un président de République qui le disait tout à fait officiellement. Donc, quand on met ensemble les flux financiers illicites,
l'évasion fiscale, la gestion prédatrice des ressources naturelles et des ressources stratégiques. Parler d'aide est un non-sens, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, tout n'est pas à mettre au compte des autres. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a un rapport de force, c'est sûr aussi qu'il y a toujours eu des conditions permissives pour que nous ne soyons que dans des économies en régime de prédation. Et c'est cette économie en régime de prédation qui est problématique. La dette, de ce point de vue, l'aide plutôt, c'est un jeu d'écriture qui permet de simuler une opération. Donc, il y a quelque chose qui rentre, mais il y a toujours au moins le double ou le triple qui ressort. Donc, en fait, fondamentalement, beaucoup de dispositifs qui existent, qui se présentent comme étant des dispositifs d'aide, l'effet global de tout cela, c'est quand même que l'Afrique redonne à l'extérieur, au reste du monde, beaucoup plus qu'elle ne reçoit. Et donc, pris globalement, dans une approche holistique, eh bien, il n'y a pas d'aide. Au contraire, il y a une subvention de l'Afrique vis-à-vis du reste du monde. La question qui se poserait justement serait pour les Africains d'arrêter cette subvention indue, d'abord parce qu'elle paupérise les Africains eux-mêmes, mais aussi parce qu'elle inflige des coûts que le monde n'apprécie que maintenant. Par exemple, le fait d'avoir mis à disposition la nature africaine, les forêts, etc., tout ça a entraîné des désordres environnementaux et écologiques qu'on découvre seulement maintenant. C'est aussi une des rançons en fait, de cette colonialité économique. Avoir accès à l'environnement, la façon dont nous n'avons pas été capables, tout au moins, de protéger notre environnement, la déforestation par exemple, tout ça contribue aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et finalement, les économies industrialisées se sont tellement habituées à disposer des ressources africaines qu'elles n'ont pas su sélectionner les technologies les plus frugales qui auraient permis beaucoup plus tôt d'engager une transition écologique. Et ça, c'est aussi le résultat à la fois d'une forme de rente coloniale éternelle et puis de la façon dont les colonisés se sont projetés dans le monde contemporain. Quand je parle de la façon dont ils se sont projetés, au-delà des questions éthiques qui sont importantes, évidemment, abyssales, c'est aussi l'ensemble des savoirs mobilisés pour la transformation. Et de ce point de vue, les sciences économiques proposent des savoirs qui peuvent être extrêmement toxiques dans l'optique de la transformation. Quand vous étudiez l'économie, vous ne voyez pas autre chose que le chemin que l'Europe a parcouru pour arriver au stade où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des sciences qui ne vous proposent qu'une seule direction, qui enlève l'histoire. Vous n'avez pas d'histoire. En fait, l'histoire est déjà écrite par les autres. Et dans le meilleur des cas, vous allez tourner autour de cette histoire-là, vous allez vous ramener péniblement pour vous rapprocher d'une espèce de paradis raté. Et ça, c'est le contexte, en fait, et les constituants intellectuels et cognitifs des problèmes que nous rencontrons. Les États, pour le moment, nous ne disposons pas collectivement d'un modèle qui soit mis à la disposition des élites quand elles le voudraient. Je pense que de ce point de vue, il faut qu'on avance davantage. Il faudrait l'existence d'une véritable alternative, pensée, développée, détaillée. Et c'est possible, vraiment jusqu'au niveau financier les plus fins, c'est possible de le faire. Ensuite, les élites qui arrivent au pouvoir sont prises dans les engagements précédents. Vous arrivez au pouvoir avec des plans d'ajustement structurel qui vous lient à l'application d'un catalogue de mesures. Vous devez tout privatiser. Vous devez faire de la stabilisation macroéconomique, réduire un maximum les dépenses publiques, les dépenses sociales, les dépenses d'éducation et les dépenses de santé. Aujourd'hui, on voit que toute la jeunesse africaine qui a été sortie de l'école, de l'université, etc., eh bien, elle a été recrutée par des forces alternatives extrêmement dangereuses, les djihadistes notamment, djihadistes, enfants soldats, etc., etc. Mais en fait, les dirigeants étaient aussi à un moment donné pris dans cette logique de devoir payer la dette et donc pour ça appliquer les mesures qui étaient les mesures des plans d'ajustement structurel les plans d'ajustement structurel ont véritablement figé les économies africaines pendant au moins 2 décennies. Ensuite, il y a probablement le fait d'un rapport de force sur lequel on n'a pas réussi à trouver notre place, c'est-à-dire que les États et les pays, les élites ensemble n'ont pas réussi à bénéficier des rapports de force qui pouvaient leur être favorables. Quand vous prenez la période, le milieu des années 90 jusqu'aux années 2014-2015, on a eu une très très bonne conjoncture des matières premières, prise globalement.
Ce qui veut dire qu'on aurait pu faire beaucoup de choses, peut-être beaucoup plus de choses. On aurait peut-être pu utiliser cette période-là pour vraiment doter nos économies et nos sociétés en biens publics. Parce que la force des biens publics, c'est vraiment la base de ce qui permet la transformation. Et nous, on a quand même ce défi de produire suffisamment de biens publics en fonction de l'accroissement démographique, qui en lui-même n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'il faut savoir qu'on a perdu des millions et des centaines de millions de personnes les siècles précédents et qu'il a fallu au moins que démographiquement, on revienne à un niveau de sociabilité soutenable, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais ça implique aussi qu'on produise des biens publics au niveau au moins de l'accroissement démographique, qui permettent à tout le monde d'en bénéficier. Donc je pense qu'on a eu, le problème du logiciel, on n'a pas su modifier le logiciel. Dans la dictature de l'économie de marché, la dictature de ce que Stiglitz appelle les fondamentalismes du marché, on a le problème de la gestion des rapports de force. Et peut-être qu'on a aussi eu le problème du volontarisme. Le volontarisme et le leadership, peut-être qu'il y a eu de ça. Et je terminerai en disant que la statistique internationale explique que les Africains valent 1% des échanges internationaux. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des matières premières. Sauf que ce que la statistique internationale ne dit pas assez, c'est que sans ce 1% de matières premières, on n'aurait pas quasiment 99% de l'industrie. Parce qu'il faut des matières premières pour l'industrie. Donc, ce qu'on n'a pas compris aussi, c'est qu'on est beaucoup plus important au monde que ce qu'on pense, d'une part, que ce que le monde dit et ce que le monde écrit. Ça renvoie toujours à ce problème du modèle épistémologique et du modèle conceptuel. Si on arrive à valoriser sur la longue durée les forêts, l'uranium, l'or, le coltan, etc., eh bien, on arrive, si on fait des valorisations en intégrant la dimension, par exemple, écologique, la dimension de biodiversité, et si on intègre le pouvoir que ces matières premières confèrent à d'autres, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, on reste cette énorme subvention au monde. Et ça doit réénerver nos modèles de développement et la façon dont nous pensons notre redéploiement. Et d'où une nouvelle génération de discours. Ce sont ces nouvelles paroles qui mettront en obsolescence, à mon avis, les éternels retours sur l'endettement, l'annulation, etc. Alors, il y a deux grandes approches. Vous avez la dette comme étant un élément de financement des déficits publics. Vous avez une approche qui dira la dette, c'est un problème effectivement dans la mesure où pour la transformation vers un autre modèle, réduire, annuler la dette, c'est pas forcément la réponse. Il y en a une qui est une approche en termes de finances publiques directement, l'autre qui est une approche en termes de rupture de modèle industriel. Et puis là, l'approche que vous proposez, c'est une approche en quelque sorte éthique de la dette, à savoir, il y a des dettes qui sont des dettes illégitimes, il y a des dettes qui sont ce qu'on appelle des dettes odieuses, c'est-à-dire que lorsque elles ont été contractées, eh bien, elles ont pu être contractées contre les intérêts du peuple, lorsque vous achetez par exemple des armes pour tirer sur votre peuple et que vous prenez une dette, surtout lorsque le créancier est au courant que la dette ne bénéficie pas au peuple. Donc il y a tout un arsenal aujourd'hui idéologique et théorique pour expliquer que éthiquement, une grande partie de la dette rentre dans ce qu'on pourrait appeler de la dette odieuse ou de la dette illégitime, et du coup, il faudrait ne pas la payer. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. La question de l'annulation, etc., il faut la prendre dans un ensemble. Vous ne dites pas juste, je ne vais pas payer, point. Il faudrait avoir une stratégie globale. Exemple, un pays comme la Russie, justement, ou certains autres pays qui ont été en cessation de paiement, eh bien, ils ne payent pas pendant un moment, il utilise cet argent dans son budget pour relancer son économie, l'économie se remet à croître, l'économie s'assainit, parce que comme il y a croissance, il y a des rentrées fiscales, il y a moins de déficit, etc. Et en fait, paradoxalement, l'économie reprend de l'attractivité, c'est-à-dire que la notation financière des économies devient meilleure, et là,
aux surprises, il se passe quoi? Il se passe que les marchés financiers peuvent être de nouveau intéressés à financer quelqu'un qui avait été en cessation de paiement. Et si votre refus de payer se fait au nom simplement de l'injustice de la dette ancienne, mais que vous n'avez pas de perspective autre, vous allez dans le mur. Je pense que c'est la stratégie de sortie du paradigme de l'économie de rente qui permettra d'avoir une meilleure qualité de l'endettement, qu'il soit interne ou externe. Le moratoire, en plus, que ce soit 6 mois, 1 an, ne paraît pas sérieux, disons, dans son ampleur. Les ministres des Finances africains avaient demandé une enveloppe de 100 milliards. Dans les calculs qui ont été faits pour cette année, la vingtaine ou trentaine de milliards qui a été proposée, ça reste extrêmement insuffisant. Mais c'est doublement insuffisant parce que je pense, comme Carlos Lopez, de ce point de vue, qu'il faudrait, vous voyez, le Covid, en fait, arrête les économies. D'ailleurs, à un moment donné, vous arrêtez de fonctionner. Et pour les pays africains, la double peine, c'est l'effondrement des cours des matières premières. Ce ne sont pas des chocs dont on se relève en 6 mois. Donc, il faudrait prévoir des mesures, je dirais, minimum sur 2 ans. C'est-à-dire que les 100 milliards demandés par les ministres des Finances africains, il faudrait les multiplier par 2. Pour au moins avoir une visibilité sur 2 ans. Mais le moratoire, par lui-même, ne crée pas de ressources nouvelles. C'est ça qui est important. Et c'est ça que dit le ministre béninois. Or, dans la situation actuelle, on a besoin aussi de ressources nouvelles puisqu'on prend un choc qui est, au fond, un choc exogène, mais qui est extrêmement important. Des pays qui sont très touristiques comme le Sénégal, c'est pour ça que le Sénégal aussi a demandé l'annulation, eh bien, quand vous n'avez plus de transport aérien, quasiment 80% de perte de transport aérien, vous avez des destinations touristiques qui vont être dévastées. Et on n'est pas sûr que par la suite, les flux ne vont pas être modifiés parce qu'on parle de plus en plus de relocalisation des économies. Donc, on peut avoir une partie des économies qui pourraient être véritablement sinistrées. Donc, de ce point de vue, le moratoire ne suffit pas, il faut des ressources nouvelles. Et pour les ressources nouvelles, il y a une expérience suffisamment longue du FMI, de la Banque mondiale, etc. Ils ont pu créer une espèce de monnaie internationale qu'on appelle les BTS en 2008-2009. Et donc, c'est possible de créer cette monnaie internationale et l'allouer aux différents membres pour faire face à la situation actuelle. Et une partie serait dédiée aux Africains, au moins à concurrence, je dirais, de 200 milliards de dollars. Yeah, yeah, yeah.